Premier, donc Bruno Traversy, il est docteur en philosophie, chercheur associé à l'Institut des sciences du sport santé de l'Université de Paris. Il est également diplômé de l'Aikikai de Tokyo et ses recherches portent notamment sur la psychologie analytique et les états modifiés de conscience. Voilà. Donc voilà, je propose un exposé sur le spontané dans le Budo et particulièrement dans l'aïkido de Ueshiba. Alors, mon intervention va être un peu effectivement par rapport à ce qui s'est dit avant, un peu de côté. On quitte un peu le judo, puisque je ne vais pas directement parler du judo et de kano, mais enfin, il en sera question un petit peu à un moment. Et puis, on quitte aussi la question des structures, des organisations, puisque je vous propose une intervention sur la question du spontané dans les arts martiaux, particulièrement. Et puis aussi, je vais dans la culture, évidemment, dans le champ de la culture japonaise. Donc, tout d'abord, un petit mot sur, si je peux, effectivement, si ça fonctionne, voilà, un petit mot sur la… Alors, concernant la spontanéité, je vais aussi faire référence un peu à la danse et aux pratiques de santé, très rapidement, pour montrer un peu l'ensemble des pratiques corporelles et intégrer la question du Budo dans ces pratiques. Alors, un mot évidemment sur Ueshiba. Donc, il est le fondateur de l'aïkido, comme vous savez. Alors, il redéfinit, il a écrit quelques articles, il a écrit un livre qui a été traduit, qu'on a traduit il y a quelques temps, en 2006, qui s'appelle Takemusu Aiki. Et dans ce livre, eh bien, il redéfinit le Budo. Donc, je vous donne tout de suite sa conception du Budo, le sens qu'il donne au terme Budo. Pour lui, c'est la voie pour dépasser le conflit et édifier le monde comme une grande famille, dit-il, par la formation d'un être humain libre. Donc voilà, vous avez un peu sa conception du terme Budo. Alors, pour Ueshiba, eh bien, le Budo va doit permettre à l'individu, selon lui, de se construire, de se fonder en lui-même. Donc, ça va être la question essentielle de mon exposé, afin d'atteindre à la liberté souveraine, dit-il. Et pour ça, il doit être capable d'agir de manière spontanée. Et comme on va le voir, en fait, quand il parle de spontanéité, eh bien, il renvoie à un état de transe. Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer un peu aujourd'hui, la relation entre le geste, le Budo et les pratiques de transe qui caractérisent la pratique de Ueshiba du Budo. Alors, juste un mot pour dire que, comme vous le savez également, le judo et l'aïkido sont des disciplines sœurs, hein, parce que, au fond, dès le début de la création de l'aïkido, eh bien, il y avait des pratiquants qui pratiquaient les deux disciplines dès les années 30, en fait. Et puis, l'aïkido s'est développé aussi en France, notamment par le biais des professeurs de judo. Alors, ici, vous avez André Noquet, qui était donc, tout d'abord enseignant de judo, et qui a fait un voyage au Japon, notamment parce qu'il était missionné pour étudier les arts martiaux et la médecine traditionnelle japonaise. Et puis, il a rencontré donc Ueshiba, que vous voyez ici. Et puis, finalement, bien, André Noquet a largement contribué à l'implantation et au développement de l'aïkido en France. De même qu'il a également contribué au développement du judo. Alors, revenir, pour clarifier tout de suite mon sujet, pendant mon exposé, je vais distinguer deux types de spontanéité. On entend généralement par acte spontané un acte qui se fait sans réflexion, sans intention, dans l'instant, on va dire, sans avoir été prémédité, un acte que le corps produit, tandis que le sujet
conscient ou volontaire se tient plus ou moins en retrait. L'acte spontané peut surprendre le sujet en lui donnant l'impression que c'est un geste qui ne lui appartient pas. Et donc, l'acte spontané renvoie à une origine autre, on va dire, que le moi conscient et intentionnel. Alors, on associe également le geste spontané, au fond, au naturel, hein, à l'origine. Alors, comme on va le voir, hein, il y a des pratiques corporelles, martiales, artistiques, de santé qui recherchent un geste spontané comme étant un acte authentique, exprimant la nature du sujet, la nature originelle du sujet, en deçà de la culture. Et donc, pendant l'exposé, je vais distinguer deux formes de spontanéité. La spontanéité que je qualifie d'hétéronome. Le geste spontané est vécu comme un acte traversant le sujet, mais provenant d'une origine extérieure, en réponse le plus souvent à l'environnement. Donc, pour cette spontanéité hétéronome, au fond, l'acte spontané renvoie à une origine qui se situe dans le monde extérieur du sujet, hein, dans le monde extérieur. Et puis, je vais distinguer à l'opposé, je vais opposer cette spontanéité hétéronome. Alors, attendez, j'ai dû louper quelque chose, voilà. À la spontanéité que je vais qualifier d'autonome pour les distinguer. Alors, c'est une distinction évidemment artificielle, parce qu'en fait, dans la pratique, les deux se mêlent, mais pour le propos, pour l'étude, je les distingue. Donc, le geste spontané, dans la spontanéité autonome, bien, le geste spontané est vécu comme un acte traversant le sujet et provenant d'une origine intérieure, d'un centre donc plus fondamental que le moi, sans que cet acte ne soit une réponse et l'effet de l'environnement. Et donc ça, c'est le point principal pour dire, pour qualifier la spontanéité autonome. Alors c'est cette spontanéité que va rechercher Ueshiba, on va voir ça. Alors pour débuter mon propos, je vais partir d'une situation d'enseignement. Alors je suis enseignant d'aïkido, hein, et alors il y a une vingtaine d'années, ça fait un petit moment déjà, mais on m'avait proposé j'avais fait un cours d'initiation à des judokas qui étaient rassemblés en stage, en fait, et ça se passait pendant un stage. C'était à l'occasion d'un week-end. Et puis donc, j'intervenais pour faire une présentation, une initiation à ces pratiquants de judo. Alors évidemment, d'un point de vue d'enseignant, j'avais là un public qui n'était pas du tout des débutants, de faux débutants, puisqu'ils avaient tous une connaissance du budo. Un savoir-faire, donc des gestuels. Ils connaissaient bien sûr des gestuels incorporés, ils avaient tout un tas de gestuels incorporés, des techniques incorporées. Et puis c'est à travers ce savoir et ce savoir-faire qu'ils allaient donc recevoir et comprendre effectivement mon cours, mes consignes. Et donc je leur ai proposé de faire un cours sur la spontanéité. Le but était de montrer les conceptions différentes entre, enfin, d'exposer la conception de Ueshiba, donc de la spontanéité. Donc j'ai commencé alors par leur montrer une technique très simple à reproduire, puisqu'il ne s'agissait pas du tout d'apprendre des techniques en réalité. Je leur ai laissé donc le temps de l'exploration de la technique, évidemment, le temps de l'apprentissage. Et puis au bout d'une dizaine de minutes, je leur ai donné comme consigne en fait d'être spontané dans l'exécution du mouvement. Soyez spontané. Alors, bien entendu, chacun, bien les pratiquants ont compris qu'il fallait exécuter le mouvement sans réfléchir en quelque sorte, hein, dans dans un laisser-aller, un laisser surgir plutôt, en faisant moins attention à la précision technique. Alors, donc ils se sont efforcés de moins réfléchir, d'être moins conscients, ils se sont mis dans un état de plus de réactivité ou d'adaptation immédiate aux variations du milieu, au changement des postures de leurs partenaires. Alors évidemment, dans cet état, l'attention quitte en quelque sorte le modèle en tête, la technique que j'avais montrée, pour se porter vers l'extérieur.
Donc le sujet devient évidemment attentif à l'environnement, sans que cette attention ne soit pleinement consciente. Donc, peut-être on peut parler d'une sorte d'une forme d'attention et d'adaptation corporelle, que le conscient ne perçoit qu'en partie. Si on veut, donc j'essaie là de vous dire le changement d'orientation de la conscience que j'opérais par cette consigne. Alors bien entendu, une fois dans ce changement d'état, la gestuelle que j'avais montrée s'est métamorphosée assez rapidement, hein. Excusez-moi, j'étais en retard sur ma vignette. Et donc la gestuelle s'est métamorphosée, hein. Elle a disparu, le geste a été remplacé par d'autres actes, d'autres techniques, hein, qui jaillissaient naturellement pour ces judokas qui étaient expérimentés, et des techniques qu'ils connaissaient par cœur, des techniques incorporées, et puis aussi des créations de mouvements, de créations sur le moment, qui étaient plus ou moins conscientes également. Donc là, il y avait effectivement une forme de spontanéité qui était en train de s'opérer, et qui était aussi de l'ordre de l'adaptation, et non plus donc du tout dans la reproduction du modèle que j'avais proposé. Alors, notamment, pour vous donner un exemple de changement, dans la technique que j'avais proposée, c'était une technique où il fallait glisser les pieds, sans quitter donc le sol. Alors rapidement, cette partie de la gestuelle a disparu. Les pieds se sont levés, ou alors il y a eu un peu des sautillements. Donc là, c'est un exemple pour vous dire que toutes les parties de la gestuelle enfin, il y a beaucoup de parties de la gestuelle qui ont été modifiées, et puis quelquefois des gestuelles tout à fait différentes. Donc je les ai laissées un peu dans cet état, et cette variation de gestuelle, c'est bien ce que j'attendais en fait. Donc au bout de quelques minutes, eh bien je leur ai proposé, j'ai précisé ma consigne, et je leur ai dit cette phrase, hein. Je leur ai donné pour consigne de ne pas réagir, mais d'être spontané. Ne réagissez pas, soyez spontané. Donc vous comprenez bien qu'à ce moment-là, cette consigne a provoqué une sorte de pause générale. Elle était à la fois entendue comme quelque chose d'impossible et de contradictoire, en quelque sorte. Puisque on ne voit pas bien, tout d'abord, comment il est possible de ne pas réagir à l'environnement, surtout lorsqu'on est en action, et en plus dans une situation martiale. Et puis il est vrai que de toute façon, ne pas réagir est tout à fait impossible, mais c'était la consigne, hein, cette exigence qui devait poser problème. Et puis on ne voit pas non plus bien comment on peut être spontané sans être réactif. Donc ma consigne a provoqué évidemment une suspension de l'entraînement, et c'est ce qui m'a permis de commencer à expliquer la conception de la spontanéité selon Ueshiba, et puis de préciser d'autres consignes pour continuer l'entraînement. Alors ce que je vais faire maintenant, bien, je vais vous proposer d'abord de revenir, de quitter un peu cette partie, la question de l'entraînement, pour introduire la question de la spontanéité selon Shoeki d'une manière un peu générale. Alors, la spontanéité, c'est la spontanéité, le geste spontané, le naturel aussi. C'est évidemment une question qui est centrale dans les arts martiaux, dans les pratiques ascétiques, et qui a été très largement débattue, aussi bien dans le taoïsme, par exemple, ou bien dans le bouddhisme, et puis dans les arts martiaux. Alors, comme le terme évidemment pour spontané en japonais, c'est shizen, qu'on traduit par spontané ou naturel. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qu'agir spontanément, qu'est-ce qu'être spontané,
Peut-on apprendre, doit-on apprendre à être spontané ou le spontané peut-il faire l'objet d'une transmission? Eh bien, évidemment, ça renvoie à des questions débattues également en éducation. Alors, Shōeki, qui est un médecin et philosophe du XVIIIe, d'emblée annonce que Shizen, au fond, le spontané, c'est une notion insondable. Pour parler de Shizen, les anciens définissaient ainsi ce mot: inconcevable, insondable, mais c'est cela qui advient. Alors, je continue à citer Shōeki. Ainsi, depuis les sages de la Chine et de l'Inde, et cependant des milliers d'années, jusqu'à nos jours, tous ont fait de Shizen la plus mystérieuse des choses, et il ne s'est rencontré aucun livre ni aucun homme qui ait révélé ce qu'est Shizen. Alors, le spontané, effectivement, se rapporte à l'origine, à ce qui fonde. Et donc, évidemment, par principe, il est insondable. Néanmoins, alors le Lao Tzu fait également ainsi procéder toute chose de la spontanéité du Tao, la spontanéité du Tao. Au fond, Shizen, c'est ce qui est à l'origine. Comment revenir à Shizen? Comment sonder Shizen? Pour Shōeki, c'est quelque chose d'impossible. Toutefois, parce qu'il il est au principe de tous les phénomènes, mais il est aussi insondable, mais il se cache derrière les phénomènes. Mais, dit Shōeki, il peut néanmoins parfois se révéler lui-même à travers un certain type de comportement. Alors, un certain type de comportement, je vous cite encore Shōeki ici, je crois bien que cela m'est arrivé lorsque j'ai rencontré mon maître. Ah, voilà bien ce qu'est Shizen. Donc, il y a l'idée ici que Shizen peut être dévoilé par une forme de comportement, une façon de se rapporter à soi et de se rapporter au monde. Et dans le maître, au fond, il voit le Shizen se dévoiler tel quel. Ainsi donc Shizen, s'il peut être voilé le plus souvent, il peut également se rendre visible, se dévoiler lui-même en quelque sorte, puisque le propre de Shizen, de la spontanéité, c'est son autonomie. Alors quelles sont les traces de Shizen? Quel est ce comportement qui fait que Shizen se dévoile à travers le geste ou à travers la parole? Alors, Shōeki continue, Shizen cela veut dire ce que veulent dire eux-mêmes les deux caractères qui le composent, ce qui se fait tout seul. Donc, ce qui est, et puis je vous ai donné quelques phrases pour qui viennent préciser la pensée la définition de Shizen. Ce qui a sa source dans le sujet, mais ce qui ne dépend pas de l'homme, ce qui est tel dès l'origine dans les phénomènes, ce qui est vierge de toute influence ou intervention extérieure. Alors, il y a dans le Shizen l'idée que l'action spontanée semble échapper d'une part à l'emprise du sujet et aussi à l'enchaînement des causes et des effets, parce qu'il étant indépendant de l'environnement. Alors, c'est ainsi, dit Shōeki, que les taoïstes recherchent un comportement qui s'enracine dans l'origine, dans une origine où rien n'est encore différencié. Alors, on trouve l'idée que Shizen s'obtient par une forme de pratique ascétique, d'un retournement du regard. On trouve cette idée de retournement du regard, d'un travail sur soi qui permet de parvenir à la spontanéité, notamment chez Lu Tzu.
qui est un taoïste du 8e siècle, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le mystère de la fleur d'or. Et donc Lu Tzu eh bien, décrit toute une étape, toute une série d'étapes dans sa pratique ascétique qui va lui permettre de se saisir de l'origine première et donc d'atteindre à la spontanéité. Et pour ça, dit Lu Tzu, il faut d'abord commencer par se défaire des influences extérieures, pou afin de laisser se déployer ce qui est en soi, provient de soi, mais qui ne ressort pas du moi. Quelque chose d'impersonnel qui se déploie pour créer le mouvement dans sa forme. Alors juste, une remarque, heu, ce traité de Lu Tzu, Le mystère de la fleur d'or, a été considéré, analysé par, le psychiatre Carl Gustav Jung. Il en a fait un commentaire psychologique, parce qu'il retrouvait dans les pratiques de Lu Tzu, que décrit Lu Tzu, dans cette, façon de s'intérioriser, des choses qu'il avait rencontrées, certaines expériences personnelles et puis, des pratiques qu'il avait aussi rencontrées de manière spontanée chez ses patients. Donc, il en a fait un commentaire sur le mystère de la fleur d'or, chez Albin Michel. Alors si, le Shizen, le spontané a été tout d'abord considéré, comme, l'expression d'une origine, heu, intérieure et qui demande pour y accéder une pratique ascétique, il y a d'autres conceptions du spontané. Il a été aussi compris, terme de Shizen, comme, un laisser-faire et une fusion avec l'environnement extérieur. Alors, notamment dans le taoïsme mais aussi dans le bouddhisme. Donc là, cette fois-ci, on n'est plus dans une pratique du spontané qui demande un travail ascétique, mais un laisser-aller sensitif. Alors Isabelle Robinet cite, Yang Zhu qui prône cette conception du spontané. En vain, on met en veilleuse le sens de l'ouïe et de la vue par des considérations sur le bien fondé ou non des instincts du corps. Ainsi, on gâche inutilement la suprême jouissance du présent par une heure où l'on soit maître de l'instant. Pas une heure où l'on soit maître de l'instant. Et Jacques Joly, dans le Naturel selon Shoeki, eh bien dénonce cette forme de compréhension du spontané. La tentation écrit Jacques Joly, était trop pressante d'assimiler directement le spontané, le plus immédiat, à Shizen. Et brûlant alors toutes les étapes initiatiques, de prôner le laisser-aller intégral, ou le pur assouvissement de ses instincts, tels qu'ils se présentent, comme mode d'accès à l'état de Shizen. Nous avons bien sûr affaire ici à un spontanéisme, c'est-à-dire au dévoiement de la notion de spontanéité. Alors je vais vous donner quelques exemples très rapidement, de pratiques actuelles de cette forme de spontanéité que j'ai nommée hétéronome, qui consiste à se laisser aller en pensant que l'origine du spontané et au fond l'origine de l'être humain, se situe dans le milieu extérieur. J'ai pris deux exemples d'art du corps qui sont liés à la culture japonaise. Alors tout d'abord, la danse Buto. Alors, il faut dire quand même que les initiateurs du Buto se sont inspirés de l'art occidental, hein. Donc c'est une danse qui est, comment dire? Généralement, présentée comme étant une danse, purement japonaise. En réalité, les initiateurs se sont largement influencés de l'art occidental et notamment d'Antonin Artaud.
qui lui-même dit s'être influencé du bouddhisme. Donc là, on a une sorte de, de cercle où les cultures s'influencent mutuellement. Alors, euh, dans le Bhutto, effectivement, les danseurs recherchent un corps authentique, disent-ils, qui ne soit pas le produit de la culture, qui accorde le primat à la raison. Ils recherchent une spontanéité, un acte spontané. Et puis, eh bien, cet acte spontané doit normalement les conduire à retrouver le lien originel avec la nature. Donc, on voit les danseurs Bhutto qui quittent la scène. Hein. Les danseurs Bhutto ne dansent pas sur les scènes, au contraire. Ils vont danser en dehors des scènes, ils vont danser dans la nature pour retrouver cette spontanéité, ce mouvement spontané qui, selon eux, eh bien, leur permet de renouer avec ce qu'ils sont, avec ce qu'est l'être humain fondamentalement. Et donc, on a une sorte de volonté de fusionner avec le tout sensible, si vous voulez. Et dans cette fusion, ils recherchent l'effacement du sujet, de se fondre dans une unité. Ils emploient cette expression de mêler ses cellules à celle de l'environnement. Hein. C'est une expression de Ajikata. Donc, ça donne lieu effectivement à des corps, à des postures animales, où l'instinct s'exprime, quelquefois avec des bruits qui ressortent plus de l'animal que de l'être humain. Enfin, l'idée, c'est effectivement de retrouver le geste spontané, et pour eux, le geste spontané, eh bien, provient de l'environnement et du monde naturel. Ensuite, j'ai pris un autre exemple de pratique de la spontanéité, qui est la danse contact-improvisation. Alors, à première vue, eh bien, on pourrait dire qu'il ne s'agit pas d'une danse japonaise, mais là, cette fois, son initiateur, le fondateur du contact-improvisation, qui est Steve Paxton, dit s'être influencé, d'avoir tiré sa pratique de l'aïkido et des arts martiaux de manière générale et de l'aïkido et du yoga. Donc, il va tirer cette pratique, créer sa pratique à partir des arts martiaux, en développant complètement, selon lui, la spontanéité. C'est-à-dire, il va axer tout son travail sur le spontané. Alors, pour Paxton, eh bien, dans le contact, dans sa danse, chaque mouvement, hein, il exprime ça comme ça, chaque mouvement doit être l'effet et la cause d'un autre mouvement. De sorte que les mouvements s'enchaînent d'eux-mêmes, spontanément. Le corps du danseur s'inscrit donc en quelque sorte dans ce qu'on peut appeler le cours des choses. Hein. Le mouvement ne vient plus de l'intérieur, mais trouve son origine dans le monde extérieur. Il y a quelque chose comme ça où le centre est déplacé. Ou en tout cas, pour Paxton, c'est de retrouver le centre originel. C'est ce que je viens de vous dire. L'acte spontané permet de retrouver notre inscription, selon Paxton, originelle dans le monde. Et puis, encore une fois, là, il y a l'idée que la spontanéité permet de retrouver l'animal qui est en nous. Une sorte de connaissance du corps instinctive, une façon d'être que le corps a d'être dans le monde, d'intelligence du corps aussi. Alors là, c'est assez, je trouve que Véronique Fabry dit bien ce déplacement du centre dans la recherche de la spontanéité. Au lieu que ce soit l'impulsion intérieure qui engendre l'action, c'est l'action elle-même qui engendre d'autres mouvements. Le mouvement ne s'épuise pas dans l'action, mais produit davantage de mouvements. On est bien là dans un déplacement de l'impulsion. Et c'est ce déplacement de l'impulsion que le danseur du contact improvisation, va percevoir comme un état de libération. Vous ne cherchez pas consciemment votre mouvement, il est produit et prend forme à partir du duo. Là, on est dans un mouvement donc qui doit surgir
par l'interaction des corps, sans que le sujet, le conscient, la volonté, au fond, ne soit impliqué. Donc on est là typiquement dans ce que j'appelle une spontanéité hétéronome, qui trouve son origine à l'extérieur. Alors, cette conception de la liberté, au fond, poussée dans sa logique, eh bien, conduit Véronique Fabry à dire qu'au fond, il n'y a pas d'intimité. L'intimité se constitue dans le rapport à autrui et ne le précède pas. Notre monde intérieur provient d'abord de la rencontre avec le monde extérieur et se construit dans ce rapport. Et ce rapport est premier. Il n'y a pas de monde intérieur euh, au fond originel, quelque chose qui serait d'abord donné. Le monde intérieur se construit petit à petit dans nos interactions avec le monde extérieur et au fond, il reflète ce monde extérieur. L'origine, pour le dire autrement, l'origine de ce monde, du monde intérieur, c'est le monde extérieur. C'était la conclusion? Non, non, non. Je suis en retard? On y est presque en retard. Ah, Mais j'interviens à la place de Valérie. Excusez-moi, Valérie. non. Ah là, je suis vraiment trop en retard là. Donc je vais passer. Donc en fait, si Paxton donne dit qu'il a tiré sa spontanéité, sa danse de l'aïkido, en réalité, il en inverse complètement la spontanéité, le sens. Puisque pour Ueshiba, au contraire, ça va être une spontanéité autonome. C'est-à-dire que pour Ueshiba, le geste spontané provient de soi et l'origine se trouve en soi. Alors pour comprendre la spontanéité de Ueshiba, il faut comprendre la manière dont il conçoit l'être humain, la complexion. Il se représente l'homme comme possédant deux âmes. Et donc là, on va être dans une structure ontologique. L'âme corporelle qui se rapporte à l'environnement. Et puis l'âme spirituelle qui est pour lui l'âme qui peut se rapporter au centre originel. Alors on a ce schéma. Donc là, c'est le rapport au fond entre les deux âmes corporelles qui se font face. C'est un rapport sensible. Mais pour comprendre la complexion de l'être humain chez Ueshiba, il faut prendre ce schéma en considération. Ici, on a les deux âmes et le rapport entre les individus. Pour lui, le centre, c'est un centre qui se situe à l'intérieur, mais qui est en quelque sorte sur un autre plan de réalité, ontologiquement premier. Et les deux âmes, les personnages en rouge reflètent les âmes spirituelles, ont un accès à ce centre. Il est en quelque sorte le centre de l'individu et en même temps le centre commun. Il identifie ce centre premier à la divinité de l'auguste centre du ciel, qui est, dans la mythologie, la première divinité issue du néant. Alors, il représente la divinité du centre par cette calligraphie, un cercle avec son centre. Et donc, pour lui, c'est l'origine de chaque individu et du monde. Donc, accéder à la spontanéité pour Ueshiba, eh bien, ça demande une sorte de retournement du regard, de délaisser le monde sensible pour se détourner du corps et du monde extérieur, pour porter le regard en soi et atteindre cette origine qui est en soi. Donc là, il y a un travail ascétique tout d'abord, qui est une sorte de travail de transe, de mise en transe, et il distingue deux niveaux, un processus double, un processus d'intériorisation, on accède à ce centre, et un processus d'extériorisation, alors que pendant la transe, eh bien, il y a une remontée, une immersion ou une extériorisation d'éléments qui traversent le corps et qui le met en mouvement. Donc on est clairement dans une pratique de transe. Il va concevoir le rapport entre les individus à travers ce centre. Alors, juste pour revenir en arrière, vous voyez, le centre commun, eh bien, ce centre commun est pour lui la possibilité que les personnes, pour les individus, d'être dans une forme de coïncidence. Et tout l'art de Ueshiba, ça ne va pas être de rechercher l'adaptation ou la fusion avec l'environnement, mais par l'acte spontané d'entrer en coïncidence avec autrui.
Donc, on peut caractériser son art comme un art, une recherche, sa voix, comme une recherche de la coïncidence. Donc, je vais bientôt terminer. Il donne pour cela un enseignement en 3 parties. La première partie, c'est un enseignement théorique parce qu'au fond, il faut expliquer, le spontané ne peut être compris que dans un paradigme, dans une représentation du monde. Donc, il y a un enseignement théorique, le fonctionnement de l'univers. On est là dans un cadre shinto. Et il se réfère à la mythologie shinto, notamment au Kojiki. La deuxième partie de l'enseignement de Ueshiba, ça va être les méthodes de mise en transe, à partir d'une technique qui s'appelle le Chikan Kishin no, méthode pour calmer l'âme et retourner au divin. C'est la méthode pour retourner le regard et pour laisser advenir le spontané. Et puis la troisième, cette méthode de mise en transe, ça peut être faite en dehors des cours, mais aussi elle était réalisée par Ueshiba à chaque début de cours. Et puis enfin, la troisième partie de l'enseignement, ça va être la partie corporelle. L'expression corporelle, une fois que cet état de transe est atteint, eh bien, le corps se met en mouvement en quelque sorte. Et c'est ainsi qu'il donne des critères de Shizen, de la spontanéité, du spontané, à travers différents signes corporels, différents états. Et donc, une fois que la transe est atteinte, eh bien, le corps se met en mouvement et les techniques peuvent se produire. Voilà la dernière vignette. Donc, la conception de la pratique de la spontanéité de chez Ueshiba, et d'ailleurs, comme qu'elle soit chez Ueshiba ou ailleurs, hein, dans les arts martiaux ou alors dans la danse, dépend en fait du paradigme dans lequel on se situe, de la manière dont on se représente l'univers et le rapport que l'individu entretient avec lui-même et avec le monde. Et donc, il faut un discours en quelque sorte. La spontanée prend son sens et s'installe sur un discours. Alors juste pour terminer, lorsque l'aïkido s'est développé en Occident, le discours sur la mythologie shinto a bien sûr été abandonné parce que par déplacement culturel, et la pratique des trans a également été abandonnée, a disparu, de telle sorte que le sens même du spontané et de spontanéité eh bien, a été modifié. Voilà, je vais terminer comme ça j'espère ne pas avoir trop dépassé.